Bonjour, alors c'est la troisième fois que je m'y reprends là pour publier l'analyse de mes deux parties. Et en écoutant ensuite la vidéo, je me rendais compte qu'il y avait un problème de son. Donc manifestement j'ai un problème avec la tablette au niveau du son, de l'enregistrement. Donc là j'ai dû mettre le casque, avec le micro du casque, là manifestement, apparemment ça fonctionne mieux, j'ai fait quelques tests. Donc, j'explique que je continue, donc après avoir joué quelques parties en ligne, que j'ai publié d'ailleurs sur mon compte YouTube, contre des joueurs, hein, voilà, des joueurs en ligne. Je reprends l'entraînement et le but que je m'étais fixé, de battre, enfin d'aller le plus loin possible en jouant contre les personnages fictifs de l'intelligence artificielle de chess.com. C'est vraiment une innovation qui est très intéressante puisqu'ils vraiment ils ont inclus des styles de jeu différents, voilà, et des forces différentes. Donc voilà. Donc là, contre Miguel, j'avais battu. Le plus loin que j'étais allé, c'était 1900 Elo. Sauf au niveau adaptatif où j'avais battu Natacha à 2000 Elo. Mais sinon, je montrerai après les différents personnages. Voilà, je les ai tous battus à 1900 Elo avec les blancs. Et donc j'ai recommencé avec Antonio, parce que jusqu'à 1400 je les bats avec les blancs, avec les noirs. J'avais recommencé avec Antonio, personnage fictif, hein, à 1500 Elo, et battre euh, avec les blancs et avec les noirs. Voilà. Donc la dernière partie que j'avais joué contre Miguel avec les blancs, c'était assez hard. 1900 Elo, bon, c'est quand même pas rien. Donc j'avais publié une vidéo où j'avais publié donc une défaite, une nulle et une victoire. Parce qu'il est bon aussi de publier les parties où on ne gagne pas toujours, hein, parce qu'un joueur d'échecs ne gagne pas toujours, excepté Magnus Carlsen qui a pu enchaîner pendant 2 ans, le champion du monde, hein, pendant 2 ans, je crois plus de 120 parties sans aucune défaite, mais voilà, c'est Magnus Carlsen, d'accord. Sinon les autres joueurs, bien, il nous arrive de gagner et de perdre, voilà. Et donc là c'est pareil, je vais publier donc j'ai joué deux parties contre Miguel. La première je l'ai perdue, la deuxième je l'ai gagnée. Et avec les noirs. Donc comme je dis souvent, je suis moins fort avec les noirs. Et puis curieusement, là en deux parties j'ai réussi à la deuxième j'ai réussi à le battre. Voilà. Donc la première partie ben, j'ai perdu et j'ai pu identifier les deux causes pour lesquelles j'ai perdu. Parce que perdre c'est pas dramatique. Ce qui est important c'est d'analyser ensuite sa partie puis de comprendre pourquoi on a perdu. Donc je vais commenter au fur et à mesure. Il me joue une ouverture du cavalier, cavalier F3. Je propose un gambit roi. Donc gambit, c'est un sacrifice de pion pour gagner en mobilité. Hein, c'est l'idée, hein, du sacrifice. Gambit refusé, il ne prend pas mon pion. Il ne prend pas mon pion qui est en E5. Bon, moi, je continue mon développement. C'est important le développement. Donc, j'applique un des principes échiquiens. Hein, je l'ai déjà dit, je le redis encore. Je le redis encore, je ne fais pas partie d'un club de jeux d'échecs. Je n'ai jamais d'ailleurs fait partie d'un club de jeux d'échecs. Une fois, je suis passé en coup de vent, comme ça, dans un club, mais j'ai pas accroché. Voilà, donc je joue essentiellement sur ordinateur, et puis là, maintenant, depuis qu'il y a les applications, on peut jouer en ligne. Voilà, donc j'applique des principes échiquiens, puis un peu le croisement entre les principes échiquiens puis mon expérience de jeu font que voilà, j'ai le niveau que j'ai actuellement. Donc, coup logique de développement du cavalier. Il attaque mon cavalier, ok, je développe le deuxième. Il roque. Je soutiens mon pion en E5 et je libère la diagonale pour mon fou qui est en C8. Voilà, il met sa tour au centre, principe échiquier 1, ok. Je joue un coup de développement offensif. Je cloue son cavalier. Bon, l'idée là c'est d'attaquer mon cavalier qui pour l'instant est cloué. Ok, bien je contre-attaque. Tu attaques mon cavalier, j'attaque ton fou. Voilà. Bah, il décide directement de prendre mon cavalier. Je prends. Voilà. Donc du coup, voilà, il me prend mon pion, d'accord. Je décide d'abord de débarrasser de son cavalier. Et maintenant seulement, je prends. Il développe son second cavalier, je développe mon fou en offensif, en attaquant son cavalier qui pour l'instant du coup est cloué. Là, il joue un bon coup. Et là, à ce moment-là, je comprends, je réalise que
je vais me retrouver avec des pions doublés sur la colonne F. Donc je décide de soutenir quand même mon, mon cavalier, mais avec les échanges, une fois qu'ils seront faits, je me retrouverai quand même au final avec des pions doublés sur la colonne F. Donc il attaque madame, c'est lui qui a l'initiative, ok. Il attaque mon fou, je décide de le ramener au centre, voilà. Et là, d'une manière ou d'une autre, voilà, ici à ce moment-là, je peux reprendre avec le pion, mais je me retrouve avec des pions centraux doublés. Mais j'ai envie de me débarrasser des dames. Je veux simplifier la position, donc je préfère prendre avec la dame pour forcer à l'échange, voilà. Et là, mon idée, c'était de monter mon roi en E7. Mais comme j'avais, alors ça c'est important, faites attention quand vous jouez sur le smartphone ou sur tablette, de ne pas avoir le doigt sur le tactile, sur l'écran, parce que mon doigt a effleuré la tour et ça a fait un roc. Voilà, ça fait le grand roc, c'est pas ce que je voulais jouer du tout. Je pensais que le grand roc ne se faisait que si je touchais le roi et que je le plaçais sur la case de roc, mais en ayant touché la tour, ça fait le grand roc automatique, c'est pas du tout ce que je voulais jouer. Donc ça c'est déjà une première erreur, mais bon, ce qui n'est pas voulu dans ma stratégie, mais qui est, voilà, une erreur tactique. Mais c'est pas considéré comme une erreur. Après, on verra dans l'analyse. Qu'est-ce qu'on considère une erreur comme une erreur, c'est ce que je vais jouer ensuite. Vous verrez. Alors là, je choisis de faire le ménage. Voilà, je veux absolument simplifier la position sur l'échiquier, qui a un minimum de pièces lourdes. Voilà, jusqu'ici, on va dire que tout va bien. Voilà, et ça, c'est mon erreur. J'aurais jamais dû mettre mon roi ici, parce que voilà. Si je n'avais pas mis mon roi, son cavalier n'aurait pas pu venir en C5, qui est une case stratégique. Parce qu'à partir de C5, il peut attaquer mon pion isolé en A6. Et voilà. Et mon roi est bloqué, hein, je ne peux même pas me ramener mon roi en arrière, à cause du cavalier. Donc je joue ce coup-là. Voilà. Il me met échec. Voilà. Et là, c'est perdant pour moi. Il y a une autoroute maintenant qu'il est en train de se faire avec une promotion. Voilà. Et à ce moment-là, je décide d'abandonner parce que c'est partie perdante pour moi. Voilà. On va voir l'analyse, le rapport de partie, qui montre que voilà, c'était pas génial. Au niveau de la précision, il a 97,3, je suis à 64,9. Et j'ai 3 imprécisions et une erreur. Voilà. Lui, il a 2 imprécisions et pas d'erreur, pas de gaffe, pas de gain manqué. Voilà pour la première partie. On va passer à la suivante. Alors cette fois-ci, j'étais beaucoup plus concentré. Et ça va se ressentir dans le jeu. Donc il joue au 4, je choisis l'opposition frontale, directe, classique. Il développe son cavalier F3, je développe mon cavalier C6. Jusque-là, rien de très extraordinaire, on est dans la logique échiquienne. Il attaque mon cavalier, pas de souci. Je soutiens donc mon pion E5 avec le pion en D6, puisque le cavalier est menacé. Il ne pourrait plus être un soutien. Donc là, l'idée, c'est la même que tout à l'heure, hein, d'attaquer mon cavalier qui est cloué pour l'instant. Donc ce coup-ci, je préfère plutôt que jouer un coup offensif, développement, je joue un coup défensif. Voilà. Donc il développe son deuxième cavalier. Et là, c'est important, vous allez voir que l'importance du développement, parce que c'est ce qui va me permettre de garder une position équilibrée. Donc je sors mon deuxième cavalier, j'accepte pour l'instant la pression sur mon cavalier C6. Je sors mon cavalier F6, développement. Il rock, je veux aussi rocker, donc je mets mon fou en E7. Voilà. Et là, tous les échanges ne me posent aucun souci. Alors là, plutôt que de reprendre avec le pion, je préfère reprendre avec le cavalier, pour 2 raisons. Je l'oblige à prendre mon cavalier, donc je garde l'initiative dans la contre-attaque. Parce que si je prends avec le pion, là avec le pion, son cavalier, il peut rester sur F3. Alors qu'en prenant avec le cavalier, il est obligé de prendre. Sinon, s'il ne prend pas, c'est moi qui prends. Voilà, donc il prend.
Voilà, l'échange est fait. Voilà, il attaque, il prend, hein, voilà, il prend mon fou. Et là, je choisis de prendre avec la dame, plutôt que le cavalier, pour forcer à l'échange. Voilà. Et là, ce coup-ci, alors voilà, ce qui est important à ce moment-là, moi, je veux pouvoir roquer. Pour l'instant, je n'ai pas pu roquer encore. Donc, je ne peux pas faire le petit roc, sans quoi je perds mon cavalier. Donc, je vise le grand roc. Mais je ne peux pas faire le grand roc pour l'instant, parce qu'il y a la menace de son cavalier qui pourrait venir en B5 ou en D5, et je ne veux pas que son cavalier vienne en B5 ou en D5, parce qu'il y a plusieurs attaques possibles après, avec le cavalier en B5 ou en D5. Donc je joue ce coup défensif C6. Là, il attaque, il veut m'empêcher de roquer. Donc il attaque mon pion en A7. Mais ça ne me pose pas de souci, j'ai déjà prévu ce qu'il faut faire. Je fais le grand roc. Il prend le pion. Ok, je me dis, ben ton fou, il est perdu, mon gars. Voilà, j'enferme son fou. Il prépare le doublage des tours. Ok, j'attaque son fou. Il double les tours, et là, effectivement, si j'abandonne si je ramène mon roi en C6, il prendra mon pion de toute manière en B6. Si je ramène mon roi en C7, je veux dire. Donc, moi, ce que je préfère jouer, c'est ce coup, qui force à l'échange. Parce que là, tout est protégé. Voilà. Et au final, voilà, il perd son fou. Donc là, j'ai un avantage matériel qui n'est pas grand-chose, mais plus 1. Ok. Il prévoit une descente. Voilà. En fait, j'aurais mieux fait ici, plutôt que de prendre avec le roi, j'aurais mieux fait de prendre son fou avec mon fou, qui est un coup plus offensif. Parce que du coup, je perds du temps là. Voilà. J'ai bougé 2 fois mon roi. J'aurais pu gagner du temps là. Voilà. Donc là, je choisis un coup offensif. Ok. Et je vais absolument me débarrasser de son cavalier. Donc il attaque mon cavalier. Je me dis ok, pas de souci. Moi, je garderai l'avantage. Voilà. Donc j'ai un avantage de plus 2 maintenant en matériel. Voilà. Là, je me dis bon, ok, vas-y, prends. Voilà. Et moi, ce que je visais là, c'est le soutien important, central, de mon pion qui est actuellement en F7, que je vais ramener en F6. Parce que mais je le mets échec, il est obligé de bouger. Voilà. Je veux pouvoir avoir mon fou au centre. Voilà, je le mets échec. Et là, maintenant... Alors, je ne voulais pas prendre son pion, parce que je voulais garder mon pion de soutien en F6. Parce que si je lui prends le pion F4, il me prend mon pion F6 et je n'ai plus de pion de soutien. Et comme je veux garder mon fou au centre, son pion ne m'intéresse pas pour l'instant. Voilà. Donc, moi je préfère jouer ce coup. Et là, voilà. Du coup, je n'ai plus mon pion de soutien. Et là, j'aurais mieux fait de déplacer mon roi en B4. Parce que là, maintenant, il y a une menace de promotion. Donc, je choisis de l'empêcher de faire sa promotion. Je vais sacrifier mon fou, qu'il ne prend pas. Parce que, bon, de toute façon, ce qu'il le prend, il ne peut pas empêcher ma promotion. Donc là, c'est partie perdante pour lui. Parce qu'il ne peut plus empêcher ma promotion dame. Donc là, je vais vite parce qu'il n'y a pas besoin de traîner en longueur. Hein. Bien que là, j'ai perdu du temps aussi, j'aurais pu mater beaucoup plus rapidement. Voilà, ça se terminait comme ça. Et là, on va voir dans le rapport de partie qu'effectivement, j'ai eu un jeu beaucoup plus précis, avec 96,9% de précision contre 91,1%. J'ai 39 meilleurs coups contre 30. Voilà. J'ai 3 imprécisions et une gaffe. Voilà. Lui, il a 3 imprécisions, une erreur et 3 gaffes. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me faire part de vos critiques constructives si ce genre de vidéo vous apporte quelque chose. À vous qui êtes amateur du jeu d'échecs. Au plaisir!
Ah oui, donc peut-être faire le point sur les personnages fictifs. Donc voilà les personnages fictifs que j'ai battus. Donc niveau adaptative, voilà, ils s'adaptent, hein. Je les ai tous battus, même Natacha à 2000 Elo, je l'ai battu. Bon, les beginners, les débutants, ça va, jusqu'à 1850, 850 Elo, ça va. Là, j'ai tous battu aussi jusqu'à 1400. Donc avec les blancs et les noirs, là, hein. Voilà. Et à partir de Antonio, j'ai recommencé avec les blancs et les noirs. Donc Antonio à 1500, Wendy, Pierre. Et puis voilà. Donc là, je suis à Miguel. Alors, Xavier et Olga, je les avais déjà battus avec les blancs, mais là, comme j'ai recommencé une série en alternant blanc et noir, donc pour l'instant, blanc et noir, je suis jusqu'à Miguel. Il me reste encore Xavier et Olga à battre aussi. Je vais refaire une série, hein, blanc et noir. Voilà. Et après, je passerai à Ali, que j'ai pas encore réussi à battre, et je me concentrerai sur ce personnage fictif une fois que j'aurai fait les parties contre Xavier et Olga, et que je les aurai battus en alternance blanc et noir. Voilà, voilà. Après, pour le reste, tout ce qui est master, etc., ça c'est autre chose. Si déjà j'arrive à battre jusqu'à Oscar, ça sera déjà très très bien, hein, avec les blancs et les noirs. Là, ici, à partir de master, je pense que c'est pas demain, la veille, que je vais commencer à battre ces personnages-là. Ah, il y en a 3. Ah, il y en a 4 à 2200. Ouais. On n'en est pas là, hein. Que je termine déjà ici. Voilà, cela jusqu'à Oscar. C'est le niveau quoi? Advanced. Voilà. Et voilà. Au plaisir!